Vous écoutez Parler Cuisine, le podcast qui vous aide à mieux cuisiner, avec Marc et Guy. C'est l'automne, c'est le retour du confinement et nous, on va faire des confits. Bonjour à toi, l'auditrice et l'auditeur qui nous écoute et qui a décidé de passer ce moment en notre compagnie. J'en suis très honoré. Au micro, c'est Marc, présentateur de ce podcast Parler Cuisine qui ne serait rien sans l'expertise de Guy. Bonjour Guy. Eh bien, bonjour Marc et bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Alors, on reprend les enregistrements après une petite période, un petit peu un passage à vide. Et je tiens à m'excuser pour le silence relatif qui a entouré comme ça cette fin de l'été 2020, avec le chaos qui s'est... je veux dire qu'on a eu personnellement, j'ai eu quelques problèmes Quelques soucis. Quelques soucis, voilà, on va dire ça. Voilà. Et comme on ne touche pas de salaire plein temps là-dessus, il y a eu des priorités qu'on a dû mettre en avant. En tout cas, je ne laisse pas tomber les auditeurs, je ne laisse pas tomber le podcast. Ça reste quand même notre bébé qu'on maintient comme ça depuis plus de 5 ans. Disons que le bébé est dans le bain et nous essayons de lui tenir la tête hors de l'eau. Voilà. Oui. En attendant, nous avons pas mal de gens qui nous ont découverts pendant ce confinement et je suis très honoré de voir les messages qui arrivent, les messages sympathiques de gens qui sont enchantés de pouvoir ainsi parfaire. Généralement, la ligne générale, le sujet général des messages qui nous parviennent, c'est merci de nous permettre d'apprendre des choses nouvelles tous les jours et de nous améliorer en cuisine. Donc voilà, je transmets ces messages à Guy. Alors, récemment, nous avons eu Guy qui a fêté son anniversaire. Joyeux anniversaire, Guy. Et nous allons être coquets comme il se doit, donc en ne disant pas quel est mon âge, même si on se doute bien que je ne suis pas un perdreau de l'année, comme on dit. Alors, j'ai lancé une question sur le groupe Facebook de Parler Cuisine. J'ai demandé quel âge vous pensez qu'il a. Alors, à mon grand déplaisir, d'ailleurs. Alors, il y en a qui ont dit il doit certainement avoir 40 ans, même s'il connaît 2000 ans de cuisine. Ah oui, ça 2000 ans d'histoire de la cuisine. J'avais envie de répondre, oui, c'est vrai qu'il les connaît comme s'il les avait vécus lui-même. En tout cas, il en parle comme ça. D'ailleurs, mon autre prénom, c'est Mathusalem. Jéroboam. Jéroboam, mais Mathusalem, ça fait quand même plus authentique quand on parle d'âge. Alors, en parlant de Mathusalem, il y a aussi une nouvelle qui nous a beaucoup attristés d'un Mathusalem de la cuisine qui a suivi son compère de toujours dans la tombe. Oui, c'est bien dommage. On a eu l'occasion et l'immense honneur de passer une journée avec lui et de l'avoir fait partager à travers 2 épisodes. C'était Pierre Troisgros qui nous avait reçus il y a 2 ans et qui s'était prêté à la papote avec nous. Et c'était un moment que je veux dire un des plus beaux moments que j'ai eu à vivre dans ce podcast. Et il a fini par passer l'arme à gauche et de tirer sa révérence, d'aller... Oui, et apparemment, d'après les informations que j'ai, de manière, je dirais, tout à fait impromptue, si on peut dire, c'est un peu une lapalissade, mais d'après des informations précises que j'ai, 10 minutes avant, il recevait encore un coup de fil de quelqu'un qui devait venir le chercher pour aller ensemble quelque part, et il était toujours en bonne forme et sans aucun problème. Et puis, cette personne-là, je dirais, est arrivée et on l'a retrouvé décédé. C'est vraiment... allez, on va dire que c'est une mort subite, apparemment. On va dire aussi que il vaut parfois mieux mourir en bonne santé, si je peux employer l'expression, même si c'est à un âge avancé. Il avait encore bien toute sa tête, malgré ses 92, il avait encore bien toute sa tête. Bon, ans. C'est bien dommage, évidemment. C'est vraiment une grande perte parce que c'était quelqu'un d'extrêmement attachant, voilà. D'abord plein d'expérience. D'ailleurs, l'épisode que nous avons commis avec lui le prouve. C'est quelqu'un avec qui nous aurions eu encore un grand plaisir de faire une seconde rencontre. Et nous aurions encore pu parler pendant une journée complète, je suis persuadé, on aurait pu faire une saison complète du Loft avec toi, juste toi et lui. Ah ben voilà, on aurait fait pendant 6 mois, je suis certain que vous aurez encore des choses à vous dire. D'autant plus que l'endroit où nous avions fait l'enregistrement, il y avait une piscine, donc c'était vraiment un endroit de rêve. Donc il y avait... On va arrêter les spéculations.
Oui, oui, mais c'est vrai, il y avait la piscine, il y Ouais, avait la piscine, il y avait oui. le cadre qui était magnifique, un paysage somptueux, une maison de rêve, donc tout y était, une Voilà, cuisine, donc voilà, c'est on- juste pour bien exclure les gens qui nous écoutent et qui n'étaient pas là. Voilà. et Donc, qui n'était pas là. Mais vraiment, il y avait désolé. tout ce qu'il fallait pour faire un loft et honnêtement, un confinement dans cet endroit-là, ça ne me déplairait pas plus que ça quand même, hein. Parce que c'est quand même mieux que confiner dans un appartement de 30 mètres carrés, hein, En ville, en plein Paris. Voilà. en Et plein justement, Paris le ou ailleurs. confinement, on y retourne Ben apparemment à oui, l'heure alors qu'il est. il y a une grosse polémique aussi pour le moment, hein. Donc, pour dire tout honnêtement avec nos auditeurs à peu près à quel moment nous enregistrons, eh bien, on vient de décider le confinement, je dirais un semi-confinement plutôt en France avec fermeture, je dirais des établissements pour 21 heures. Et je dirais même que les Français ont Couvre-feu! beaucoup, oui, couvre-feu, mais je dirais les établissements doivent fermer à 21 heures ou être fermés pour 21 heures. Alors j'entends, je dirais à la télévision et à la radio que les Français dans les grandes agglomérations qui sont concernées, donc il y en a 11, à peu près 20 millions de Français qui sont concernés. Bon, on râle Bah, à tous ça, les c'est le propre des étages. Français de râler, hein, ils l'acceptent, ils le Oui, disent eux-mêmes. Donc, oui, ben enfin, je dirais, on râle à tous les étages, alors que chez nous, en Belgique, on est encore plus, je dirais, oui, parce qu'on a tout confiné. fermé C'est-à-dire que là, complètement. on a tout fermé. Il n'y a plus aucun bar, aucun restaurant Voilà. qui peut Donc, être ouvert. Ce petit, qui veut petit dire que, moment sympathique de oui, oui, mais compassion envers tous les bien professionnels sûr. de l'hôtellerie, restauration, café en Belgique. Mais ça veut dire Ils que en chient. si on se déplace, ouais, on en Chine, on ne sait pas où, parce que si on se déplace en Belgique en ville, bon, moi j'ai ici des billets de train gratuits qui me permettent d'aller visiter le pays Mais comme ça. reste chez toi, malheureux, dis. Oui, 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 tout à fait. Mais ça veut dire que par exemple, vous rendez dans une ville, admettons à la côte, tout est fermé, Bah donc vous oui, devez prendre avec vous à boire et à manger. Et voilà. si vous devez aller à la toilette, faut m'expliquer comment on fait parce que tout est Tu vas dans la enfermé. mer, hein? Ah ben oui, dans la Tu vas mer. dans Mais la mer, enfin oui. bon. Ouais, tu bois pas, tu manges pas. Comme tu bois pas, tu manges pas, tu vas pas faire pipi. Voilà. Pas, Hein? tu manges C'est pas, mais bon. en Puis attendant, de toute c'est façon, tu vrai dois que rester chez toi. c'est quand même difficile. Voilà. L'industrie du tourisme en prend plein la figure, Ah oui, pour oui, oui, rester oui, oui. poli. Et je comprends qu'ils ne soient pas contents du tout. Parce que je vois pas pourquoi effectivement on aura le droit d'aller s'entasser dans les transports publics et dans les supermarchés, alors que Oui, les petits indépendants qui font beaucoup. Moi, je vois les restaurants dans le coin ici, ils ont du mal parce qu'on est limité à 6 personnes. Ils ont supprimé une table sur 3 pour pouvoir étaler, enfin répartir, agencer le restaurant. agencer le restaurant de telle sorte que. Et en fait, tu te rends compte que la plupart des gens qui viennent, ils s'en foutent. Ils portent pas de masque, ils s'en foutent. Ils veulent juste aller s'amuser. Ils savent très bien qu'ils ont une chance sur 10 peut-être de l'attraper et peut-être probablement pas d'y rester. Mais quand bien même, si c'est pour continuer à vivre comme ça pendant 2-3 prochaines années, les gens en fait, ils ont juste besoin de passer un bon moment. Et bon, Oui, moi je partage que très très moyennement cette manière de voir les choses parce que euh, le virus il se transmet de personne à personne, hein. Il se transmet peut-être aussi par des surfaces, mais c'est quand même, on va dire, plus anecdotique. bah, le Et poignet porte. si, oui, C'est le oui, plus. oui, mais bon, si on se lave les mains convenablement chaque fois qu'on rentre chez soi, en principe, on évite le problème. Si les mesures, si les consignes avaient été respectées correctement, on n'en parlerait déjà plus de ce virus. Or, il se fait que Écoute, il y a tellement de euh, si à mettre en place. non, non, oui, mais La situation est là, elle est ce qu'elle est. Et la il faut. situation est là et donc il faut comprendre qu'à un moment donné, on puisse prendre des mesures et qu'on prenne des mesures. Alors pourquoi la restauration est fermée et pourquoi pas les lieux culturels? Enfin bon, là, la question peut être posée. Mais indépendamment de ça, je pense qu'il était absolument nécessaire d'y mettre vraiment un grand coup parce que sinon, on allait Bon, avoir les fêtes de fin d'année sous un confinement général, ce qui n'est ben, pas encore fait. non, ça sera fait. Ah ben, peut-être Ici, bien, mais chez en nous, on en attendant, parle. Noël, oui, on ça ne en sera pas parle. la même chose. OK? Mais en attendant, il faut bien qu'on trouve une solution. Tant qu'on n'a pas de remède ni de vaccin, on ne peut pas laisser les gens arriver dans les hôpitaux et engorger tous les services. Moi, je viens de passer une semaine à l'hôpital. Bon, c'était à une période où il n'y avait pas encore cet engorgement, mais je peux imaginer qu'à un moment donné, il soit rempli de malades qui ont le Covid et on ne soigne plus ceux qui n'ont pas le Covid, mais qui ont d'autres pathologies. Et ça, c'est pas possible non plus. Ça va faire des victimes collatérales. Donc, Donc, je pense qu'à un moment donné, il fallait prendre des mesures. Alors, je sais que ça fait mal pour le secteur de la restauration, mais le jour où
il y a des dizaines de milliers de morts dans un pays comme l'Italie l'a connu parce qu'on n'a plus rien maîtrisé, les restaurants ne fonctionneront Bon, plus non il y plus. a, il y Donc a, voilà. bon, ce débat peut s'éterniser parce qu'il y a le Oui, fait oui. quand ça fait 20 ans d'austérité, qu'on a supprimé des lits beaucoup plus que ce qu'on aurait dû faire parce qu'on considère que le non-marchand et le secteur hospitalier coûtent cher À la Bon, collectivité, de toute façon. Hein. j'ai travaillé pour des entreprises pharmaceutiques, je sais ce qui se passe derrière, je sais que le trou de la Sécu n'est pas spécialement là où on le pense, et en tout cas, il y a des gens qui s'en sortent très bien sans attirer le... Bon, il y a, il y a beaucoup de choses à discuter là derrière. Bon. En attendant, tu viens de dire que tu es passé à l'hôpital, rassure un peu les auditeurs, est-ce que tu es en danger de mort? Ah, je fais ce qu'il faut et je me surveille, hein, comme Voilà, on dit, ok. voilà. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Non, voilà, Voilà. Ne n'inquiétons vous pas nos inquiétez pas. auditeurs. En principe, je ferai encore de très très nombreux épisodes Voilà, dans donc le si vous voulez futur, envoyer si tout va bien. vos bons vœux, vous pouvez toujours Mais aller laisser un commentaire sur la page Facebook ou alors nous envoyer un email, question@parlescuisines.com, c'est l'email qui permet de nous joindre. Mais moi, je voulais quand même juste dire un truc qui me déprime terriblement, c'est que cette crise de virus a changé la façon dont les gens s'alimentent, et pas en bien. Bon, en tout cas, je constate au supermarché, je ne sais pas si c'est le cas en Belgique, mais le rayon des viandes est un tiers de ce qui était un an, les viandes fraîches. Les poissons, pareil. Tout ce qui est ingrédients bruts, frais, c'est-à-dire fruits, légumes, etc., a beaucoup quand même réduit en choix. Bon, c'est le fait que les récoltes n'ont pas pu être faites, les circuits d'approvisionnement ne sont plus les mêmes, ça a chamboulé tout ça. Mais par contre, la place qui a été laissée vacante a été remplie par des plats préparés. Donc les trucs, il n'y a qu'à acheter, tu fais 2-3 petits trous sur l'opercule, tu mets au micro-ondes et puis tu peux manger. et ça se comprend d'autant moins qu'en principe, avec le confinement, les gens ont eu davantage de temps pour cuisiner. Ce qu'on a remarqué, c'est que dans la première partie du confinement, ici en Belgique, je parle du confinement du printemps, il y a au contraire eu une croissance du commerce local et surtout du commerce local pour les fruits et légumes. À savoir que les gens ont refait des courses et ont cuisiné eux-mêmes avec les enfants, puisque à ce Ouais. moment-là, les enfants n'allaient plus à l'école, donc ils étaient également confinés. Et toute une série de personnes se sont remises à faire la cuisine elles-mêmes. Alors c'est sans doute culturel, peut-être qu'en Angleterre ce n'est pas le cas et que le confinement signifie plat préparé. Ici, on a observé Mais plutôt oui, mais ça l'inverse. c'était bien quand tu es au chômage technique, mais quand tu te retrouves à la maison, avec les enfants à la maison parce que les écoles sont fermées, que tu dois faire ton travail, ton télétravail à S'il la y a du maison, télétravail en même temps, c'est pas et facile, que tu évidemment. dois en même temps cuisiner, je m'entends dire que les 24 heures, c'est pas assez dans une journée. Il faut bien Alors, reconnaître que cuisiner prend du temps. Hein. En principe, faut compter oui, bien oui, une oui. heure, 1 à 2 heures, et si tu n'aimes pas faire ça, euh, Surtout si on a des légumes à nettoyer, par exemple, et à cuisiner. voilà. Moi, je le vois, je cuisine énormément de légumes pour le moment. Eh bien, bon, ne serait-ce qu'éplucher des haricots, bon, un à un, les couper, les blanchir, enfin les cuire, nettoyer des salades, enfin, bon, ça prend du temps, il n'y a rien à faire. Bon, moi personnellement, je me dis, je trouve ça dommage parce qu'on avait fait un live quotidien pendant le confinement et en fait, la popularité s'est réduite à un pot de chagrin à la fin. Merci pour ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout. Vous pouvez encore voir les vidéos sur le groupe Facebook. J'avais comme ça pris comme ça totalement au dépourvu. J'ai tâtonné. Techniquement, c'était pas parfait. Bon, je suis prêt à le refaire s'il faut. Bon, j'ai appris beaucoup avec ça. Mais je trouve ça juste un peu dommage que on ait laissé les supermarchés ouverts sans arrêt. Les petites épiceries de quartier ont eu beaucoup moins de facilité. Et en fait, on a un petit peu favorisé un type de cuisine. Comment ça se fait que les restaurants n'ont pas, par exemple en France, ils ne peuvent pas faire des livraisons à domicile après 21 heures, alors qu'on peut aller Je crois acheter que si, un je plat crois que si, préparé. justement. Je Donc, pense que les établissements qui font du take-away peuvent justement rester ouverts après parce 21 que heures. moi, j'ai Je continué. pense, hein, bon. Pendant le confinement, il m'est arrivé Mais d'aller donner un coup de main à un restaurant indien ici qui fait la cuisine eux-mêmes et qui était ouvert pendant le confinement. En fait, tous les petits restaurants indépendants étaient ouverts pendant le confinement. Ils faisaient du takeaway ou bien du collection. Donc, on pouvait aller chercher son plat préparé ou alors le faire livrer.
Et c'est encore le cas. Il y a encore beaucoup de gens qui demandent. Il faut encore un bon tiers de son chiffre d'affaires en Oui. livraison. C'est pour ça qu'ils me demandent de venir l'aider le vendredi et samedi. Maintenant, il faut bien savoir que le takeaway n'est pas possible pour tous les types de restauration. On va prendre un exemple. Un restaurant chinois, un restaurant indien, pas de problème. Ce sont souvent des plats en sauce avec un accompagnement qui est le même, le riz. Maintenant, vous allez faire du takeaway en mettant déjà des produits en friture, on oublie parce que le temps d'arriver, le produit n'aura plus la croustillance. Et allez, une côte à l'os béarnaise en takeaway, ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut trouver une autre solution. Donc, c'est possible, mais ce n'est pas transposable. Il y a des plats, oui, voilà. Il y a des plats tu peux pas tout faire en takeaway, peut-être. Mais dans ce cas-là, tu adaptes ta carte, tu vas te remettre à des plats plus traditionnels. Tu vas faire des pot-au-feu, des choucroutes, des cassoulet. Je veux dire, un restaurant, ça c'est, je dirais que le restaurant typique du takeaway, c'est la brasserie. Ou le restaurant de type familial. Le restaurant étoilé, qui est habitué à faire des petits décors d'assiettes, je dirais, à la pince à épiler, et qui fait des quenelles de crème glacée au dernier moment, etc. Et des espumazi ou cela. Bon, ça, c'est quasiment impossible, sauf à changer la carte, évidemment, comme on vient de le dire. Et comme quoi, finalement, la bonne vieille cuisine traditionnelle... elle a des vertus. Elle a des vertus. Elle a des vertus, évidemment. Une bonne blanquette, un vol au vent. Un bon pâté en croûte. Un pâté en croûte, voilà. Par exemple, et justement, j'en profite pour pleurer sur le fait qu'apparemment, la finale du championnat du monde de pâté en croûte a été annulée à cause du Covid. Tout comme, par exemple, le salon de l'agriculture a été annulé à cause du Covid. Donc, on ne pourra plus voir le président aller taper le cul des vaches en direct à la télé. Et je suis triste de ça. Voilà. Ben oui. Parce que ça restait quand même un événement politique phare de l'année. En France, chaque année en France, il fallait aller se montrer. Et tout le monde allait se montrer. Et celui ou celle qui ne s'y montrait pas était voué aux gémonies, comme on dit, parce qu'il n'avait pas ou elle n'avait pas été soutenir les agriculteurs, bien entendu. Donc, avec tout ça, on va être obligé de reconfiner. Et toi, tu voulais justement parler d'un... Eh bien, nous allons parler de confit, justement. Un confit. Donc, mais tu voulais parler d'un fruit de saison. Et je vais parler d'un fruit de saison, à savoir les poires, parce que la poire, c'est un fruit, je dirais, qui est extrêmement consommé. C'est le 6e fruit le plus consommé en France, après bien entendu les grands leaders que sont les pommes, la pomme, les bananes, les oranges, qui évidemment, et les bananes, qui viennent en tête. La poire, c'est un fruit qui est consommé et qui est produit essentiellement en Chine. Alors, on a l'impression qu'on en produit beaucoup en Europe. Oui, on en produit beaucoup. On en produit en France, on en produit en Italie, qui est d'ailleurs le premier pays, je dirais, producteur au niveau de l'Europe. Mais le premier pays au niveau mondial, ça reste la Chine. Alors, les États-Unis sont de gros producteurs également, qui sont un petit peu, je dirais, en concurrence avec l'Italie, ça dépend des années. Vous avez l'Argentine, qui est également un très gros pays. Ça permet d'avoir des poires toute l'année, ça, d'avoir des poires dans les deux hémisphères. Oui, mais il faut quand même savoir, la Chine est dans le même hémisphère que nous, mais il faut quand même, l'Afrique du Sud produit également des poires, mais il faut quand même savoir une chose, c'est que les variétés de poires ne sont pas identiques. Alors, on va dire qu'il y a en gros deux grandes, je ne veux pas dire deux grandes variétés, mais deux grandes espèces. Vous avez les poires dites de grandes familles. Vous avez les poires dites européennes, qui sont celles que nous connaissons, et puis vous avez les poires asiatiques, chinoises, japonaises, coréennes, qu'on trouve quelquefois sur nos étals. Alors, je me rappelle qu'étant, je dirais, gosse, j'avais un jour vu de ces enfants, ou jeunes adolescents, voilà. J'avais vu de ces belles poires, je dirais, orientales dans un commerce de fruits et légumes, je dirais un petit peu. Ce sont des poires qui sont bridées? Elles ne sont pas bridées, mais alors par contre elles étaient emballées dans ces espèces de petits treillis en polystyrène blanc. Qui polluent bien quand on le jette. Qui polluent bien. Bon, il faut dire qu'il y a quelques années, on se tracassait moins de ça. Ouais. Et alors je me rappelle elles étaient coûteuses évidemment. J'avais acheté une ou deux de ces poires-là, ça se vendait à la pièce, elles étaient très chères. Et puis, je suis rentré chez moi tout heureux en me disant, je vais les déguster comme il se doit. J'ai été déçu parce que ces poires n'étaient pas à mon goût. D'abord, elles étaient très dures. C'était vraiment... C'était des coins, quoi. Non, c'était pas des... Presque. Elles étaient très dures. Elles étaient belles, elles étaient rondes, bien rebondies, toutes jolies. Mais alors, elles étaient dures. Et alors, elles n'étaient pas sucrées. Donc, elles étaient finalement très peu agréables à manger. Et c'est ce qui caractérise les poires asiatiques, c'est ça.
c'est qu'elles sont généralement belles d'apparence. Elles peuvent parfois se vendre d'ailleurs à des prix de fou en fonction de leur beauté. Mais alors, elles sont extrêmement croquantes et relativement peu juteuses et peu sucrées. Donc, personnellement, je n'en ferai pas mon ordinaire, loin de là. C'est bien pour Alors, peindre des natures mortes, quoi. oui, tout à fait. Alors, en ce qui concerne les poires européennes, on distingue les poires en fonction de la saison de leur production et de leur récolte. Alors, vous avez des poires qu'on appelle des poires d'été, qui, elles, sont des poires généralement tendres, qui doivent se manger peu de temps après la cueillette, la récolte. Vous avez des poires d'automne et vous avez des poires d'hiver. Alors, caractéristique des poires d'automne, c'est qu'elles peuvent se garder plus longtemps, et poires d'hiver, elles se gardent évidemment très longtemps et elles sont disponibles jusqu'au mois de mars. La poire est également un fruit qu'on va appeler ou qu'on va qualifier de climactérique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un fruit qui continue à mûrir après récolte. Et on peut justement contrôler cet état de mûrissement. Si on a cueilli des poires à état parfait de maturité, on n'a pas le choix, on doit les manger immédiatement. La poire ne se conserve pas. Hein. Oui. Vous l'avez peut-être déjà Elle devient remarqué très chez vite vous. blette comme ça. Oui, Et vous achetez ça sent mauvais, ça tire des petites vous achetez moucheroles. de belles poires au magasin, et puis bon, vous ne les mangez pas tout de suite, et quand vous voulez les peler, les éplucher, puis les couper en deux, vous vous rendez compte que tout le milieu est brun, en train de moisir, en train de pourrir, et vous pouvez quasiment tout jeter, ou vous pouvez tout jeter. Donc, quand vous devez manger des poires, vous devez vraiment choisir le moment en vous disant, est-ce que je vais les consommer dans les 1, 2, 3 jours qui suivent maximum leur achat? Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'achète jamais des poires qui sont consommables dès que je les achète. Hein. Elles sont généralement pas assez mûres. Elles ne sont pas assez mûres. Alors, il suffit simplement de les laisser mûrir. Par contre, si vous achetez des poires qui sont déjà mûres, et ça, on le sent quand on achète la poire, on sent simplement au toucher, il ne faut même pas l'écraser, hein, on sent si elle est, je dirais, plutôt tendre ou plutôt dure. Et à ce moment-là, si elle est tendre, vous savez que vous devez déjà la manger. C'est une poire dite au couteau. Hein. Tandis que si elle est dure, il y a deux solutions. Soit vous la laissez mûrir, mais elle risque de rester de toute façon croquante. Et il y a des gens qui adorent manger des poires au couteau, mais croquantes. Et par contre, c'est une poire qui devrait être une poire à cuire. Alors, dans les recettes que je vais vous donner aujourd'hui, soyons clairs, je ne vais pas favoriser des poires à cuire pour les raisons que je vais vous expliquer après. Alors, la poire, elle a permis, je dirais, à toute une série de personnes de s'exprimer. Je ne sais pas si vous savez, Marc, mais la poire est souvent un fruit qu'on associe à la religion. Est-ce que vous savez ça? Quand on parle de poire, on pense souvent à ce qu'on appelle un jardin de curé. Alors, je ne sais pas Ah si oui, oui, dans le votre jardin de concept, curé, le mot oui. jardin de curé veut dire quelque chose. Alors, le jardin de curé, c'est le jardin où on trouvait de tout, parce que les curés étaient réputés pour être des botanistes et surtout des férus de jardinage. Alors, ils avaient des poiriers qu'ils taillaient amoureusement, parce qu'un poirier, je dirais, ça se taille. Hein. Ils avaient des poiriers qu'ils taillaient amoureusement. Ils avaient toute une série de légumes, toute une série de plantes, toute une série d'herbes. Hein. Ils avaient des salades qu'ils récoltaient en mettant, pour les faire blanchir, des caches en terre cuite dessus pour qu'elles ne prennent pas la lumière. Oui, 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 oui. Voilà. Et en plus, il y a toute une série de variétés de poires qui ont été, je dirais, mises au point par des ecclésiastiques. Ah, Et ok. ça, on ne le sait pas suffisamment. Et je pourrais vous en citer 4-5, entre autres ici dans une région qu'on appelle le Tournaisis, c'est-à-dire dans la région De tourner. de Tournai, hein, bien entendu. Ben, vous avez par exemple la doyennée de Ramegny. Ramegny, c'est un village. La Colmar de Chain. Chain, c'est également un village. Vous avez une qui s'appelle l'Épiscopale. Ça tombe bien. Hein, et vous avez également la Beurrée de Ramegny. Alors, toutes ces poires ont été mises au point par un curé, entre autres. Et elles ont beaucoup de succès. Alors, il y a d'autres poires en France qui ont été également mises au point par des prélats, par des ecclésiastiques. Et ce n'est pas étonnant. Alors, il y a des crêpes qu'on peut réaliser avec des poires. Je ne sais pas, vous connaissez les crêpes, la crêpe normande, hein, vous la Oui. connaissez. C'est une crêpe avec des tranches de pommes. Hein. Eh bien, la crêpe avec des tranches de poire, elle s'appelle la crêpe du couvent. Donc, de nouveau, on retrouve cette idée de religiosité là derrière, derrière Tu une veux dire, recette. Hein. oui, parce que les poires, ça reste quand même un fruit qui est devenu maintenant, j'ai l'impression, moins populaire que les pommes. Ce serait à cause que la Révolution française, comme ça, a voulu rejeter tout Non, ce qui je venait de pense, non, l'Église, non, et ça puis n'a on a rien dit, à voir. regarde, les Non, poires comme non. ça poussent dans les couvents, on n'en veut plus. Non, non, ça n'a rien à voir. On D'ailleurs, voit. beaucoup de variétés de poires ont été mises au point au XVIIIe et au XIXe siècle. Au Parce que XVIIIe, donc, moi, je vois chez mon marchand de légumes, généralement, c'est les poires conférences qu'il a, et puis c'est tout. Hein. Et puis, oui, 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 alors que oui. tu as 5-6 variétés de pommes. Disons que la poire est nettement moins cultivée et moins appréciée que la pomme. Pourquoi? Parce qu'elle se garde déjà moins.
Donc, Oui, commercialement parlant, elle est un peu plus délicate. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, la pomme, on a l'habitude de dire qu'une pomme, vous la prenez, vous la lavez ou bien vous la frottez convenablement, vous mordez dedans, il n'y a pas de problème. Déjà, la peau de la poire, parfois, est différente. Vous avez des poires qui ont une peau qui est lisse, et puis vous avez des poires qui ont une peau qui est un petit peu grenue, comme ça, qui donne oui, rugueuse. oui, rugueuses C'est et qui bien, on donnent peut poncer des les petits meubles points, avec. quasiment des petits points durs. Oui. Alors, quand ces petits points durs-là vont se coincer entre les dents, ou pire pour ceux qui ont malheureusement des dentiers, vont se coincer en dessous du dentier, c'est pas agréable. La poire, en plus, contrairement à la pomme, elle peut être très juteuse. Ça veut dire que quand vous voulez manger une poire, je dirais à l'extérieur, vous avez parfois autant de jus jusqu'à votre coude, dans votre manche, que si vous aviez versé une demi-tasse d'eau. Hein. En plus, quand vous mordez dans une pomme, vous avez rarement du jus qui coule, qui s'épanche. Bon, la poire, vous avez les mains qui sont poisseuses, qui sont collantes. Mais Si c'est vous mangez bon. une poire à la main, oui, d'accord, mais C'est enfin, super ce n'est pas, bon. ce n'est pas un fruit qu'on peut emporter facilement à l'extérieur pour le manger sans couteau, comme ça, hein, sur le pouce. Donc, Ah, bon, ah, alors, quoique, bon, par si je peux me rapport à la permettre un pomme, je veux aparté, dire, hein. justement, la pomme a des avantages logistiques que la poire n'a pas. Voilà. Justement, c'est une raison pour laquelle il devrait y avoir un poirier dans chaque jardin, hein, parce que c'est Ah un, oui, les poiriers, je trouve ils ont l'air, enfin, en tout cas, ce que j'ai pu, j'ai pas fait de recherche profondément là-dessus, mais les poiriers ont l'air beaucoup plus résistants que les pommiers à la vermine. les poiriers, ça vit très longtemps en Ça plus, vit hein. très longtemps. C'est généralement très productif. Bon, c'est saisonnier. J'ai toujours eu, dans toutes les maisons où j'ai été, il y avait un poirier dans le jardin. Quand c'est la saison des poires, mais c'était mon plaisir de grimper à l'arbre et d'attraper les poires, les bonnes poires fraîches. Et en fait, ces fruits ne sont pas déformés. On ne mettait pas de pesticides dessus. Bon, un pommier, tu mets pas de pesticides, tu as une pomme sur deux et il y a un ver dedans, etc. Tandis que les poiriers, beaucoup moins. Oui, Justement, là, ça, je ne vais pas cette peau, m'avancer bon, là-dedans. en tout cas, c'est ce que j'observais. Parce que moi, Oui, oui, j'allais oui. récolter des poires. Et il y a des gens qui me demandaient où je les avais achetées. Ben, elles venaient du jardin. Et bon, après, tu fais des tartes, tu fais des Oui, je confitures, tu trouve fais que des. c'est un fruit qui est beaucoup plus difficile à réussir dans de bonnes conditions euh, je- que la pomme. Je dirais que le pommier, bon, on le laisse pousser, on ne se tracasse pas. Le poirier, pour avoir de beaux fruits, de très Ah beaux non, le fruits, pommier, il faut le tailler il... tous les ans Ah, quasiment, mais hein. le poirier aussi, hein, Voilà. un vrai poirier, vous devez le tailler, sinon vous avez pas, vous avez des petites poires, hein, bon, voilà. Alors, Mais bon, ceci étant parce que dit, pour terminer, je oui, trouve que si on veut rentrer un petit peu dans l'esprit survivaliste, je pense qu'on a intérêt à avoir autant de poiriers que de pommiers, parce que comme c'est un fruit qui est riche en sucre, il est très intéressant pour faire de l'agnole et faire de oui, l'alcool. on peut en faire de l'agneau. Alors, on peut aussi, il y a des variétés de poires qui sont, donc je disais, il y a les poires au couteau, ce sont celles qui se mangent crues et qui sont généralement des poires fondantes. Vous avez les poires à cuire, bon, ou à sécher, hein, parce Mhm. on peut faire ce qu'on appelle des poires tapées. Vous irez voir sur Internet ce Oui. que ça veut dire. Ce sont des poires qui ont été séchées un peu comme des figues, hein, et il y a des localités françaises qui s'en sont fait la spécialité, surtout du côté de la vallée de la Loire. Et puis, vous avez aussi des poires à cidre, hein, parce qu'on oublie, c'est que Le euh, cidre de on peut, poire. on peut réaliser un cidre de poire qui s'appelle le poiré, soit 100% à partir de poire, soit en mélange avec des pommes, hein. Donc ça, c'est également quelque chose qui est bien. On va évidemment pouvoir aussi se faire fermenter les poires pour ensuite les distiller. Vous avez des eaux de vie de poire. Une La des poire meilleures eaux de William. vie de poire, ben, c'est dans le Valais qu'on la trouve, donc c'est dans la plus grande vallée méridionale de Suisse, ou dans le sud-ouest de la Suisse. Hein, c'est connu, c'est de la poire William qui sert à faire, je Avec la dirais, à poire qui faire a cette eau grandi de dans la vie. bouteille. Alors ça, c'est de la liqueur de poire généralement, ou bien de l'eau de vie de Ah, poire avec la poire oui. qui grandit dans la bouteille, effectivement. Comment est-ce qu'on fait pour récupérer cette poire? Elle doit être super bonne à manger, elle a bien chargée Non, de. non, justement, elle n'est Non? pas bonne, elle est infecte à manger, hein. Et Elle est gorgée d'alcool, et en fait, le jus de la poire et le goût de la poire est passé, je dirais, dans l'alcool dans laquelle la poire a macéré. Alors, la fabrication, c'est pas compliqué, hein, enfin, si je peux dire. On utilise des bouteilles avec un goulot un petit peu plus large quand même que la bouteille traditionnelle. Et quand la poire est encore à l'état d'embryon, on va mettre la bouteille autour, on met un système qui protège la bouteille et qui empêche, je dirais, des saletés, des insectes ou la pluie d'entrer dans la bouteille. Et la poire va se développer un peu comme dans une mini-serre, parce qu'en fait, oui. la bouteille va faire office de serre. Et puis, quand la poire est bien développée et bien mûre, on va récolter à la fois, je dirais, la bouteille et la poire en même temps.
On coupe évidemment la poire et puis on emplit directement la bouteille avec de l'alcool ou avec une liqueur de poire. Et ce sont des bouteilles qui coûtent relativement cher, Oui, attention, oui, parce c'est qu'on ne très joli, réussit pas ça fait tout. très joli dans le bar. Ça Mais fait très joli dans le une bar, fois oui. qu'on a fini cette bouteille et qu'on reste juste avec une bouteille vide et une poire dedans, qu'est-ce que Ben, je il peux faut en remettre de faire? l'alcool dessus, en fait, hein. De l'alcool n'importe lequel ou juste le même? Non, de l'alcool de poire, évidemment. On remet le même alcool. En principe, c'est ce qu'on fait, hein. La bouteille doit toujours être pleine ou à peu près, hein. En tout cas, la Ok. poire doit rester immergée idéalement. Alors, quand on en sert comme ça pour son plaisir ou bien ses invités, peu de temps après, allez, je dirais le plus vite possible en tout cas, on achète soit de l'alcool blanc de poire, soit de la liqueur de poire, et on recomplète sur la bouteille pour que la poire reste toujours immergée avec une bouteille qui ne contient pas de poire cette fois-là et qui sert je dirais, de jerrycan, quoi, Ça voilà. reste quand même un bon moyen pour eux de nous vendre de la poire au prix de la liqueur de poire, hein, parce en Oui, mettant mais il y une a quand poire même, dedans, tu as moins de liqueur aussi. oui, La mais poire enfin, prend la place de la liqueur, quoi. il y a quand même un travail là derrière et une méticulosité qui demande de la main-d'œuvre, hein. Il ne faut Oui, pas oublier que ok. le prix Bon. de l'alcool dans la bouteille qu'on vous vend, finalement, c'est la partie la plus ténue du prix de revient total, hein. C'est quand même la main-d'œuvre qui a fait le reste, hein. Et puis tu as le sirop de poire à Liège. Il y a du poiré Alors, aussi, j'allais hein. y arriver, il y a le Ah, ok. sirop de poire. Ça, Il y c'est a le sirop de super bon, poire. quoi. Alors, le sirop de poire, j'en ai déjà parlé. Il est réalisé donc dans une région qu'on appelle le Pays d'Erf, qui est une région particulièrement bocagère qu'on trouve en Belgique. Et traditionnellement, on récoltait des poires et des pommes, mais parfois on pouvait le faire uniquement avec des poires, et on les faisait cuire dans des chaudrons, dans de tout grands chaudrons de plusieurs centaines de litres en cuivre, pendant des heures et des heures, jusqu'à ce que le sirop de poire devienne, je dirais, à la fois brun, hein, brun très foncé, translucide, euh, et après, donc, il avait été donc stérilisé par la cuisson. Il était mis en pot. Il était gardé éventuellement dans des jarres en grès, hein. Il était commercialisé sans aucune adjonction de sucre. Le véritable sirop est un sirop de poire, ça s'appelle du sirop, est un sirop de poire sans adjonction de sucre. Alors, vous avez des qualités moindres où il y a eu d'abord des adjonctions de sucre, ou bien éventuellement des adjonctions de fruits sucrés, comme des figues, comme des dattes, voire même du sucre tout simplement, du saccharose, donc le sucre de table, qui a été mis pour remplacer une partie, je dirais, de la réduction naturelle du sirop de poire. Les véritables sirops sont généralement un tout petit peu aigres, un tout petit peu sûrs. Euh, vous avez des doux et vous avez des sûrs. Ce sont des sirops qui accompagnent particulièrement bien les fromages de la région et surtout le fameux fromage de herbe. C'est un sirop qui sert également à faire toute une série de préparations. Alors, localement, il y a ce qu'on appelle du strontpouille. Alors, je ne sais pas si on comprend Tu en bien ce avais que ça déjà veut dire. parlé J'en ai quand on a déjà parlé du parlé, sirop de mais Liège, oui. il n'est pas dit que nos auditeurs de l'épisode actuel ont écouté celui-là, donc j'en donne une petite explication. On mélange tout simplement du fromage de type fromage blanc égoutté, de type faisselle ou de type cottage cheese, avec à peu près, bon, par égal, moitié-moitié avec du sirop de liège. Et on ne mélange pas parfaitement, on mélange de manière à avoir toujours des nuances de blanc et des nuances de brun. On met ça sur une tartine, c'est délicieux, et ça vous fait penser, évidemment, pour ceux qui ont un petit peu de ruralité, je dirais, Tartine de caca de dans les poule. gènes, à une tartine de caca de poule. Bon, il faut Le éviter straw de d'y pouille, c'est ce que penser. ça veut dire. C'est ce que ça veut dire, hein. Donc, c'est de l'étron de poule, c'est pour le dire en bon français. Donc, voilà tout ce qu'on peut faire. Alors, pour revenir avec les poires, c'est un fruit qui peut être associé non seulement toute une série de desserts, mais également des plats salés. Pendant la période du gibier, donc la période automnale, la poire pochée au vin, la poire qui a été garnie, reste un accompagnement traditionnel du gibier. Pour les fêtes de fin d'année qui arrivent, c'est un accompagnement où la poire va se justifier. On peut également farcir la poire avec des érelles, donc une compotée d'érelles par exemple. On peut également y ajouter toute une série de compotées de fruits secs, hein. On peut faire une compotée avec de l'abricot, avec des pignons de pain, avec des raisins secs, avec des noix, des noisettes concassées légèrement torréfiées, hein, et vous garnissez votre mi-poire pochée avec ça, et c'est un délice pour les fêtes de fin d'année. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques recettes de confit. Alors, confit de poire, pourquoi? Et pourquoi confit? Alors, on pourrait faire de la confiture de poire, il n'y a pas de problème.
Ici, nous avons de plus en plus de bonnes raisons, en principe, de bonnes raisons de diminuer notre consommation de sucre et de réaliser des produits qui ne peuvent pas légalement s'appeler de la confiture parce qu'ils ne contiennent pas suffisamment de sucre. Mais je vais vous donner ici quelques recettes et quelques idées. Alors, l'idée générale, quelle est-elle? Je vous ai déjà expliqué lors de différentes recettes précédentes, lorsqu'on a parlé des confits, qu'il y avait des sucres gélifiés spéciaux qui permettaient d'abaisser la teneur en sucre d'un produit fini. En 2 pour 1, Exemple, voire en 3 pour 1 ou alors 4 oui, pour 1. voilà, c'est ça. Donc vous avez traditionnellement la confiture normale, c'est poids pour poids, 1 kilo de fruits, 1 kilo de sucre, plus de la pectine éventuellement. Ensuite, on a créé un sucre qui était davantage, je dirais, riche en pectine de manière à ce qu'on mette moins de sucre. Donc là, on mettait 500 grammes de sucre pour 1 kilo de fruits. Après ça, on a créé un sucre où on ne mettait plus qu'un tiers de sucre, c'est-à-dire 500 grammes de sucre pour 1,5 kg de fruits. Et pour des raisons, je vais dire, médicales, je dois éviter donc de la consommation de sucre quand c'est possible. Je me suis dit, mais est-ce qu'on pourrait encore diminuer cette concentration en sucre? Alors j'ai essayé en me disant, ben voilà, je ne vais mettre que 100 grammes de sucre avec 1 kilo de fruits. Mais alors on se trouve devant le problème suivant. C'est que la matière sèche qui va être présente dans le produit fini va être réduite. Donc, par quoi est-ce qu'on peut la remplacer? Or, il existe toute une série de produits de substitution maintenant qui permettent justement, je dirais, de remplacer le sucre. Et il y en a un dont je vais vous parler qui est le sucralose. Alors, le sucralose, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas à confondre avec le saccharose. Je rappelle que le saccharose, c'est le sucre de table traditionnel que tout le monde connaît, qu'il soit de canne ou de betterave. Le sucralose, c'est un produit qui a été découvert par des chimistes anglais. Je pense que c'était dans les années 60 et qui ont étudié, hein, parce qu'on cherchait déjà à l'époque, comment on pouvait faire pour remplacer le sucre. Alors, ils ont pris tout simplement une molécule de sucre traditionnel et ils ont remplacé certains atomes d'hydrogène par des atomes de chlore. Alors vous allez me dire, bon sang, le chlore, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est de l'eau de Javel, patati patata. Ben oui, d'accord. Dans de l'eau de Javel, il y a du chlore, ça tout le monde le sait. Mais dans le sel de table, le fameux NaCl, il y a également une molécule, enfin, qui est une C'est chlorure molécule de double. sodium, oui. C'est du Il y a chlore. également du chlore. Il y a un atome de chlore pour un atome de sodium. Bon. Donc, le chlore, ben, c'est pas parce que le chlore en tant que substance chimique n'est pas bonne pour la santé, il faut éviter de respirer du chlore, tout le monde le sait, ce n'est pas pour autant que le chlore, je dirais, ne peut pas entrer dans l'alimentation. Alors, j'ai quand même regardé pas mal d'études qui ont été faites à ce sujet-là, parce qu'on trouve tout et son contraire. Est-ce que ce produit, le fameux sucralose, est un produit toxique? Alors, il faut bien entendu ne pas en consommer des quantités énormes, tout en sachant que le sucralose, il a un pouvoir sucrant qui est à nombre de molécules égales plus de 1100 fois plus sucrant que le sucre de table, donc il est vraiment très performant. D'ailleurs, on ne le commercialise jamais, je dirais, pur, parce que sinon il serait beaucoup trop sucrant et on devrait en mettre trop peu. On le commercialise de manière à ce qu'on mette 100 grammes de sucralose pour l'équivalent de 200 grammes de sucre. Bref, dans les confits, donc dans les recettes dont je vais vous parler maintenant, je mets 100 grammes de sucre traditionnel qui a été pectiné, donc du commerce. J'ajoute à cela un sachet de pectine et je mets 50 grammes donc de sucralose et j'ai un résultat qui est tout à fait convenable, qui permet de faire des confits qui se conservent. Hein, bien entendu, il faut travailler proprement, il faut stériliser ses bocaux, mais ça, je vais vous expliquer. Donc ça, c'est la recette générale. Donc c'est d'avoir 1 kilo de fruits, d'avoir 100 grammes de sucre gélifié spécial confiture, d'avoir 50 grammes de sucralose et d'avoir un sachet de pectine du commerce qu'on ajoute en plus. Alors, comment est-ce qu'on procède? D'abord, on nettoie les fruits, hein, donc ça c'est la recette générale. Hein. On nettoie d'abord les fruits, donc on les épluche, on enlève les pépins, enfin ça doit être donc un poids net bien entendu, et on coupe les fruits en tout petits morceaux. Alors, au niveau des poires, je ne vous conseillerais pas de prendre des poires qu'on appelle des poires à cuire. Je vous conseillerais de prendre des poires de couteau. Pourquoi? Parce que comme la cuisson va être assez brève, si vous prenez des poires à cuire, vous allez devoir cuire au-delà des 5 minutes pour que le confit soit cuit. Tandis que si vous prenez des poires au couteau qui sont à chair tendre et qui sont juteuses, ce ne sera pas nécessaire. 5 minutes suffiront. Alors, vous taillez vos poires en quartiers et puis en menus morceaux. Alors pour faire des menus morceaux, c'est-à-dire des petits dés
4, maximum 5 millimètres de côté. Vous devez travailler par quartier. Vous travaillez de préférence avec un couteau filet de sol, c'est-à-dire un couteau avec une longue lame effilée. Vous coupez des tranches dans la longueur. Vous donnez un quart de tour à votre morceau de poire. Vous retaillez dans l'autre sens et puis transversalement et vous avez des petits dés. Ça, c'est la solution. C'est la meilleure des solutions, c'est celle-là pour avoir des petits dés bien réguliers. Alors, vous ajoutez éventuellement les autres produits dont je vais vous parler de manière spécifique pour chacune des recettes. Vous devez mélanger vos sucres ensemble avec la pectine en dehors de l'ajout aux fruits. Sinon, vous allez avoir des grumeaux. Donc, vous pesez vos sucres, vous ajoutez le sachet de pectine et puis vous l'écrasez à la cuillère de manière à avoir une poudre qui soit bien mélangée. On a un petit peu le même phénomène que lorsqu'on veut faire un chocolat chaud avec du cacao traditionnel. Oui. Si on ne mélange pas le sucre avec la poudre, on a des grumeaux, ça ne se dilue pas bien dans le lait. Eh bien, la pectine, elle a ce gros défaut, c'est que si vous l'ajoutez comme ça sur les fruits sans l'avoir mélangé au sucre, elle risque de faire des flocons, elle risque de faire des grumeaux et de ne pas bien se répartir. Donc, on est obligé de travailler les sucres ensemble de manière à ce que la pectine y soit bien incorporée. Ensuite, vous l'ajoutez sur les fruits. Vous préparez également, et je vous donnerai ça de manière spécifique, éventuellement un jus de citron. Alors, le jus de citron, il a deux effets. Le premier effet, c'est la couleur. Deuxième effet, c'est un antioxydant. Troisième effet, il va donner du goût, il va un petit peu assaisonner votre confiture. Et quatrième effet, l'acidité du jus de citron, donc l'acide citrique proprement dit, a un effet sur la pectine. La pectine gélifie beaucoup mieux lorsqu'elle est en milieu acide. Donc, il y a plein je dirais, de bonnes raisons d'utiliser un jus de citron par édition. Alors, vous allez donc faire partir votre confit en cuisson à feu vif. Vous mélangez, parce que si vous ne mélangez pas, comme il y a très peu de sucre, ça risque de coller dans le fond et ça risque de brûler. Donc, vous mélangez au départ, peut-être pas en permanence, mais en tout cas, toutes les 30 secondes, vous mélangez avec une cuillère en bois, en raclant bien le fond, là où se trouve la source de chaleur pour éviter que ça ne colle. Et puis, à partir du moment où ça va entrer en ébullition, vous comptez à peu près 5 minutes. Vous prenez votre montre, vous prenez je dirais un réveil, vous prenez tout ce que vous voulez. Vous comptez 5 bonnes minutes. Pour la recette que je viens de vous donner, vous faites à ce moment-là 3 bocaux traditionnels de 375 grammes de confiture ou de confit. Ce sont des bocaux qu'on trouve dans le commerce. Avec un petit peu plus de difficulté, c'est qu'à l'automne, et ça, je m'en suis quand même ouvert dans les magasins où j'en ai acheté, c'est qu'ils sont en rupture et ils ne réapprovisionnent pas en disant ben non, mais c'est quand même en été qu'on fait les confitures. Je dis oui, effectivement, les confitures de fruits rouges, fraises, groseilles, myrtilles, quoique les myrtilles on en trouve maintenant, mais les petits fruits rouges, les cerises, c'est l'été, les framboises aussi. Je dis mais par contre, tous les autres fruits, c'est maintenant. Tout Oui. ce qui est poire, tout ce qui est coin, tout ce qui est figue, ben, c'est maintenant qu'on fait les confitures et on ne trouve plus les bocaux, sauf dans des commerces spécialisés ou sur Internet. Oui, c'est ça. Faut commander en ligne. Tant pis Il pour faut eux. commander, Ils tant veulent pis pas pour vendre, eux, il tant faut pis. commander en ligne. Oui. Alors, les bocaux, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les stériliser. Alors, comment fait-on pour les stériliser? On fait bouillir de l'eau. Soit on verse l'eau dans les bocaux, soit on immerge les bocaux carrément dans la casserole où on a fait bouillir l'eau et on doit les récupérer avec une pince Je laisse particulière. quelques minutes comme ça. C'est ce Ouais, que je fais. on les laisse une minute ou deux de manière à Il y en a les, qui à ce disent qu'ils qu'il soient. faut laisser 10 minutes. Non, 10 minutes, bon, moi je dirais 3-4 minutes, c'est suffisant. Je veux dire, à partir Hein. le but, c'est quoi? C'est de faire arriver à une certaine température qui va tuer tous les germes. C'est-à-dire il faut quand même que ça reste, je dirais, autre que simplement tremper et remonter. Oui. Il faut quand même laisser quelques minutes. Moi, je dirais 5 minutes. C'est 5 minutes de contact entre de l'eau bouillante et le Mais le récipient qui va récipient, il arrive servir. à 100 degrés. De toute façon, ça n'ira jamais Voilà. plus haut que 100 degrés. Ça n'ira Le pas plus que laisser 100 une demi-heure degrés. à 100 degrés ou 3 minutes à 100 degrés. Voilà. La Alors, pasteurisation, c'est quelques secondes. oui, Et c'est le maintenant, même effet, non? ici c'est de la stérilisation. Alors, on doit également, je dirais, stériliser les couvercles de la même manière. Alors, après ça, qu'est-ce qu'on fait? On les récupère et on les renverse, on les retourne sur un égouttoir, de préférence sur un linge propre, bien entendu, de manière à ce que l'eau résiduelle puisse, je dirais, puisse descendre. Ensuite, on les retourne et le peu d'eau qui pourrait rester à l'intérieur, du fait que le bocal est vraiment très très chaud, va s'évaporer et vous pouvez à ce moment-là remplir directement, je dirais, vos bocaux. Autre possibilité, un four à 150 degrés. On met les bocaux dans le four, on les laisse une dizaine de minutes. Ça revient au même. Donc, de nouveau, stérilisation sèche ou stérilisation humide, soit 5 minutes dans de l'eau bouillante, soit une bonne dizaine de minutes dans un four à 150 degrés. Alors ça, c'est pour la recette générale. Dès que vous avez rempli votre récipient, donc votre bocal,
à fond, hein, je dirais au ras du niveau qu'il est possible. Vous mettez le couvercle et vous le vissez. Alors certains vont dire qu'il faut retourner le bocal, etc. C'est pas obligatoire. Enfin, c'est pas obligatoire. En principe, l'air qui va se trouver entre le niveau de la confiture ou du confit et le couvercle va être stérilisé naturellement. Donc, il n'y a pas de problème. Vous laissez refroidir. Alors, est-ce qu'il faut conserver ce confit-là, je dirais, au réfrigérateur ou éventuellement le congé? Alors, ici, je n'ai pas fait de test sur une conservation longue durée, c'est-à-dire une conservation d'1 an, hein, puisque je les mange, je dirais presque au fur et à mesure que je les fabrique. Par contre, plusieurs semaines, il n'y a pas de problème. Si ça a été bien fait, que les produits sont sains, que c'était bien stérilisé et que ça a été bien cuit, aucun problème. Ce qui est toujours intéressant, c'est que si on ne mange pas, si on ne consomme pas le bocal de confit de fruits, je dirais dans les 8 jours, hein, c'est de le garder au réfrigérateur, ça se conserve mieux. Mais vous verrez, si vous êtes accro aux recettes que je vais vous donner maintenant, ils n'auront pas le temps de faire la semaine, surtout si vous avez une petite famille à nourrir, ça sera Et apprécié beaucoup avant. d'amis qu'on peut même plus Et beaucoup rencontrer. d'amis. Et puis d'autant plus que vous pouvez faire des pâtisseries avec ce genre de produits, à savoir que vous pouvez en garnir des gâteaux, hein. Vous pouvez garnir par exemple des génoises. Vous remplacez la crème au beurre par ce genre de confit, ce ne sera que mieux pour tout le monde. Vous consommerez moins de matière grasse, vous consommez très peu de sucre par rapport à la confiture du commerce. Je rappelle quand même que dans une confiture du commerce traditionnel, vous avez 60% de sucre totaux à peu près, hein. Vous avez 50% du poids des fruits que vous avez mis en œuvre avec 50% du poids de sucre, et vous avez le sucre naturel des fruits, ce qui vous amène à peu près à 60% total. Ici, vous êtes beaucoup moins, hein. Vous êtes un grand maximum, moi je dirais entre 15 et 20% grand maximum, hein. Oui. Donc ça vous fait, je dirais, plus d'un tiers, plus de, un tiers par rapport à la quantité habituelle. Alors, quelques recettes particulières maintenant. Mais la poire, elle a le gros avantage, c'est qu'elle se combine avec plein de choses, avec beaucoup de bonheur. Par exemple, la poire et les amandes, ça se combine très bien. Alors, comment vous allez faire? Vous allez prendre, par exemple, 1 kilo, je parle toujours en poids net, hein, 1 kilo de poire, 50 grammes d'amandes effilées blanches, vous allez faire légèrement torréfier au four pour qu'elles soient dorées. Elles ne doivent pas être brun foncé ni noir, simplement bien dorées, hein, et un jus de citron, comme j'ai expliqué. Alors, vous pouvez faire la même chose avec de la cannelle. Soit que vous mettez une pincée de cannelle avec la recette que je viens de vous donner, soit que vous faites poire cannelle, je dirais, sans avoir mis des amandes. Alors, vous avez également, par exemple, poire orange. Alors, comment vous pouvez faire poire orange? 800 grammes de poire pour 200 grammes d'orange. Alors, les oranges, comment vous faites? Vous prenez d'abord des oranges, si possible, qui n'ont pas été traitées après récolte. Ça se trouve dans le commerce, hein. Vous pouvez également, et je le rappelle, c'est les désinfecter, enlever ces vilains produits chimiques en faisant baigner vos oranges dans un peu d'eau tiède dans laquelle vous aurez mis une cuillère à soupe de bicarbonate de soude, hein. Vous les laissez un quart d'heure. En principe, ça va les assainir. Vous devez maintenant les traiter de manière spécifique, les oranges. Comment allez-vous faire? Vous allez prendre un couteau bien effilé et vous allez faire des oranges pelées à vif. Attention, vous ne jetez pas les peaux et vous ne jetez pas les zestes, hein. Donc, vous allez donc prendre vos oranges, les peler. Alors, le cœur de l'orange, vous allez le couper en petits cubes. Comme tout à l'heure, même chose. Faites ça sur une assiette pour récupérer du jus, parce que sinon, vous allez avoir autant de jus qui va filer sur la planche et que vous allez perdre. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire avec les zestes? Eh bien, vous allez les émincer extrêmement finement et vous allez les cuire à part. Vous allez en fait les pré-cuire. Comment allez-vous faire? Vous les mettez dans un récipient qui va au micro-ondes. Donc, moi, j'utilise toujours ces fameuses tasses en plastique avec couvercle qui permettent, je dirais, de cuire très facilement au micro-ondes. Vous les mettez 2-3 minutes, une fois qu'ils ont été émincés, qu'ils sont donc dans ce récipient, vous les mettez 2-3 minutes, vous mélangez, vous remettez 2-3 minutes. En tout cas, vous devez avoir vos zestes d'orange et vos istes d'orange qui soient, je dirais, très tendres. Et vous les ajoutez en cours de cuisson. Je dirais, dès que vos fruits sont à ébullition, vous les ajoutez, vous les laisserez cuire 5 minutes. Comme ils ont été pré-cuits, il n'y aura aucun problème. Ça, c'est pour la confiture poire orange. Alors, les poids que je donne sont des poids indicatifs. J'ai dit 800 grammes de poire pour 200 grammes d'orange. Vous pouvez très bien mettre 250, voire 300, voire 400 grammes d'orange, hein. C'est une question, je dirais, de goût personnel. Vous pouvez faire la même chose avec le citron. Alors, le citron, par contre, je ne vous conseillerais pas d'en mettre beaucoup plus, parce que le citron, lui, il va dominer, hein. Il va être très puissant, il va être acide.
Si vous mettez du citron en quantité plus que 200 grammes, à ce moment-là, vous devrez mettre un tout petit peu plus de sucralose. Au lieu de ne mettre que 50 grammes de sucralose, vous en mettez 100 grammes, par exemple. Donc, vous aurez 100 grammes de sucre traditionnel, plus 100 grammes de sucralose. Et plus vous allez augmenter la part de citron, plus vous augmentez le sucralose. Le sucralose, je rappelle, n'a aucun effet sur la glycémie. Il amène le goût sucré, mais il n'est pas digéré, ce qui veut dire qu'il n'amène pas ni calories, ni élévation du pic, je dirais, de sucre dans le sang. Alors, poire lavande, c'est une variété, c'est une recette que j'ai faite. Alors, la lavande, je Lavande. vous conseille, oui, tout à fait, je vous conseille, c'est d'acheter de la lavande émondée dans le commerce. On la trouve dans les rayons, où on trouve également les pétales de rose, etc. Donc, de la lavande déshydratée. Vous pouvez prendre de la lavande, je dirais, de votre culture, si vous êtes sûr que c'est de la véritable lavande officinale et non pas de la spic, qui est une variété, ou du lavandin, qui est une variété, je dirais, qui ressemble à la lavande, mais qui n'en est pas exactement une. Alors, le mieux, c'est quand même d'acheter de la lavande. On la vend dans des pots qui font à peu près une quinzaine de grammes. Alors, vous ne mettez pas 15 Il grammes, faudrait prendre la évidemment, hein. lavande bio. Vous pourrez prendre de la lavande bio, c'est encore mieux. Vous mettez une cuillère à entremets de graines de lavande, de fleurs de lavande plutôt, ce sera suffisant. Donc on peut prendre celle qui est dans notre jardin. Oui, si tu es sûr que c'est de la lavande et non pas du lavandin. Ah. Ah, voilà, il Ouais, faut le être lavandin, sûr, c'est hein. pas bon. Non, ce n'est pas bon. Les composés aromatiques se ressemblent, mais ce n'est pas la même chose. La lavande officinale, la véritable lavande, c'est celle que l'on peut consommer. Donc, c'est Et le de la lavandin, quoi, lavande. il est toxique? Je pense qu'il est toxique. Bon, je ne vais plus le Ah. certifier, mais j'ai déjà lu que ce n'était pas la même chose. Il est utilisable sans problème pour tout ce qui est produits de nettoyage, savon, etc. Mais pour la consommation, il faut prendre uniquement de la lavande vraie et non pas du Lavande lavandin, officinale, ok. Qu'on la trouve lavande aussi dans les officinale, jardins de curé, d'ailleurs. Hein. qu'on trouve dans les jardins de curé, Oui. tout à fait. Donc, je rappelle, 1 kilo de poire, une cuillère à entremets de lavande, Pas trop, parce que sinon pas trop, mais ça sent le justement, c'est pour savon. ça, la cuillère à entremets, c'est suffisant. Alors, une cuillère à Et café, un quoi. jus de citron. Non, la cuillère à café, c'est un peu trop peu. Moi, j'ai Ok. fait que la cuillère à entremets, j'étais très content du résultat. Et en plus, au final, vous avez comme ça ces points, je dirais, bleu violacés qui apparaissent dans le confit par transparence, et c'est assez joli. Alors, on peut également utiliser de l'anis. Alors, l'anis, il y a deux espèces. Il y a l'anis européen, qu'on appelle également l'anis vert, et qui se trouve L'anis. sous l'anis, oui, qui se trouve sous forme de graines, hein, de petites graines noires comme ça. Oui. Alors là, c'est une cuillère à café. Soit vous avez la badiane, qui est l'anis asiatique, donc ce sont des étoiles de L'anis badiane, étoilé. c'est l'anis étoilé, hein. Là, vous en mettez 3. Et comme vous allez faire 3 bocaux, eh bien, vous répartirez au milieu de chacun des bocaux un anis étoilé Ça goûte le pastis, en du coup. garniture. Et ça goûte le pastis. Alors, poire et anis, ça marche très bien ensemble, hein. Mhm. Alors, dans le domaine des fruits secs, vous avez également les noix, les pignons. Alors, les pignons de pain, eh bien, vous en prévoyez 50 grammes que vous aurez fait torréfier légèrement au four également pour 1 kilo de poire. Vous pouvez l'associer ou non avec de la cardamome. Alors, la cardamome, c'est cette épice reine qui fut l'épice, je dirais, la plus consommée et la plus réputée au Moyen Âge. Alors, la cardamome, il y a deux espèces. Il y a la cardamome brune fumée qui vient généralement de Chine, et vous avez la cardamome verte. Alors, on doit prendre la cardamome verte, hein, qui a tout le parfum, qui a toute la finesse, sans avoir le côté désagréable de la cardamome fumée. Alors la cardamome, il y a plusieurs possibilités. Quand vous ouvrez une gousse de cardamome, si vous l'achetez en gousse, vous verrez, il y a des graines à l'intérieur, il y en a Oui. généralement 3. On doit récupérer ces graines-là. La gousse en elle-même, on n'en a pas besoin. Et puis, on moue ces graines ou on les concasse très finement. L'idéal, c'est évidemment d'acheter de la cardamome qui est déjà moulue et on en met une ou deux pincées, pas davantage parce que la cardamome parfume Très énormément. parfumant, oui. On peut également utiliser du gingembre, parce que la poire et le gingembre, ça marche très très bien ensemble, hein. Donc, le gingembre sous plusieurs formes, soit sous forme de gingembre confit. À ce moment-là, vous en mettez l'équivalent de 25 grammes pour une édition d'1 kilo. Soit sous forme de gingembre frais, là, vous pouvez monter à une cinquantaine de grammes, je dirais, de gingembre frais, coupé également en tout petits dés, soit du gingembre en poudre, et là vous mettez quelques pincées de gingembre en poudre. Alors je rappelle comment on fait pour nettoyer une racine, ça s'appelle une racine, mais en fait c'est un peu impropre, hein. C'est un rhizome en réalité. Comment fait-on pour nettoyer un rhizome de gingembre frais? Est-ce que vous savez ça, Marc? Comment on fait pour l'éplucher? Ah, pour l'éplucher. Oui, Moi, je fais avec la pointe d'un couteau d'office.
Ah oui, eh bien, en fait, on fait ça avec le dos d'une cuillère à café. On utilise une cuillère à café Hein? qui sert, dont le cuilleron sert de râpe, je vais dire, et on passe comme ça le cuilleron de la cuillère à café sur la Le peau dos et de la on gratte cuillère. Ah, tu veux dire le, le bout du manche? non pas le bout du manche. On pourrait prendre le bout du manche, mais on utilise simplement le cuilleron, c'est-à-dire la partie arrondie de la cuillère à café qui va servir à gratter tout simplement Mais comment tu grattes? C'est la peau. arrondi? C'est bombé, la partie bombée, tu veux dire? On prend la partie bombée, mais on utilise on utilise l'arête La évidemment, tranche? pas Ah oui, ok, la ça tranche, va. hein. Oui, ok, Voilà, on utilise la tranche, hein. j'avais pas compris. Ok. Alors ne pas oublier évidemment un jus de citron. On peut également, et ça je l'avais fait il y a quelques années, utiliser de la vanille. Alors la vanille, on mettra l'équivalent d'au minimum une gousse de vanille qu'on va gratter et qu'on va mettre dans le confit. On peut également gratter la gousse de vanille et ensuite couper très 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 finement la gousse elle-même en tout petits morceaux et ajouter les deux. Donc on aura à la fois les grains et à la fois, je dirais, la gousse de vanille. Donc l'équivalent d'au moins une belle gousse, hein, parce que bon, des gousses, il y a des gousses qui font 12 centimètres, il y en a qui font 20 centimètres. Je dirais la belle gousse moyenne au minimum pour une édition d'1 kilo. N'en mettez pas plus parce que si vous en mettez davantage, vous risquez d'avoir je dirais, une sensation un peu amère et alors le goût de la vanille va peut-être prendre un peu trop le dessus sur le parfum de la poire. Et puis vous avez également une autre association qui marche très bien, c'est la poire et la pistache. Alors poire et pistache, c'est la même chose, hein. Des pistaches, je dirais, il y a de plusieurs qualités. La plus belle qualité, ce sont les pistaches vertes d'Iran. Il n'y a pas mieux. Le gros problème de ces pistaches-là, c'est qu'elles ne se vendent pas très facilement au détail. Il faut vraiment aller dans une épicerie fine, en acheter 50 ou 100 grammes. Le plus petit conditionnement que j'avais trouvé, c'était 500 grammes. Là-dessus, je ne les ai pas achetés. J'ai décidé de me rabattre sur des pistaches traditionnelles, c'est-à-dire des pistaches à décortiquer soi-même, que là on trouve en plus petit conditionnement, et je vais devoir les décortiquer, mais elles seront infiniment moins belles, infiniment moins vertes que la véritable pistache Mais d'Iran qu'on avec vous vos vend petits doigts déjà, agiles avec et mes petits fins, doigts agiles. Mais je vais dire que voilà, c'est un c'est pas un compromis que j'ai problème, hein. trouvé. Et puis je ferai un petit investissement parce que c'était quand même pas donné, hein. 500 grammes de pistaches, c'était quand même plusieurs dizaines d'euros. Ah, quand on aime, Donc on ne je compte ferai pas. oui, oui, quand on aime, on ne compte pas. Mais enfin, après, il faut en avoir l'utilisation. Si c'est pour les laisser rancir dans le fond d'une armoire, ça Hmm. n'a pas de, ça n'a pas D'ailleurs, qu'est-ce qu'on pourrait d'intérêt. faire avec des pistaches ou des fruits secs comme ça qui ont ranci au fond de l'armoire? Mais malheureusement, on ne peut pas en faire grand-chose. Parce que J'ai déjà expliqué. j'ai un peu fait le nettoyage, je suis tombé sur des Oui. pignons de pain qui avaient ranci. Alors, ce qu'on peut tenter, j'ai bien dit tenter, c'est de les torréfier, hein, et Ok. de voir si après torréfaction, ça dépend si le degré de rancissement, je dirais, est très élevé ou s'il est simplement débutant. Les torréfier, on va un petit peu modifier le goût. Ça risque d'améliorer les choses, mais c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Donc voilà, toute une série d'idées pour faire du confit de poire avec toutes les variétés. Alors, bon, je pourrais encore vous en inventer d'autres, hein, parce que on peut très bien associer la poire, et ça je l'avais fait, la poire avec d'autres fruits, hein. Mais ici, ce sont des idées où on garde la poire comme ingrédient principal et où on a, je dirais, des adjuvants qui vont servir tout simplement en modifier légèrement le goût. Et c'est très bien comme ça. Donc vous avez, allez, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, une dizaine de recettes comme ça, avec des variantes qui vous Et puis permettent rien ne vous empêche, vous, chère auditrice, chers auditeurs qui nous ben, de écoutent, tester, de hein. tester des variantes vous-même. Et puis de nous les soumettre. Vous savez, une association qui peut aussi très bien marcher, c'est par exemple la poire et la myrtille, hein. De nouveau, 800 grammes de poire pour 200 grammes de myrtille. Et vous allez avoir des myrtilles qui vont comme ça apparaître dans la poire. Poire groseille, la poire avec de la grenade, hein, de nouveau avec l'équivalent d'une centaine de grammes de grenade, Mais donc comment tu fais avec de les graines de pépins. grenade? Tu les laisses Ah ben laisses les on pépins les comme ça? laisse, hein. On laisse les pépins C'est comme ça et mangeable. puis si si, parce que ça ne va pas. C'est comme les pépins de figues de Barbarie, on les mange, ça ne pose aucun problème, hein. Tu pourrais Et mettre puis des fruits de la ils passion avec les repassent. poires? On pourrait très bien mettre des fruits de la passion avec les poires. Moi, j'ai fait ici, je vous donnerai les recettes lors d'une prochaine édition, hein, mais j'ai fait ici des mélanges de fruits de la passion avec de la rhubarbe, avec de la groseille rouge. Ça marche de manière divine, ça, hein. Alors évidemment, dans les fruits de la passion, il y a des petits pépins, mais on les laisse, hein. Oui, bien sûr, c'est le but. C'est le but. Et de pas en mettre de trop parce que c'est un fruit qui est très puissant Ah oui, et oui, oui, qu'il non, faut non, il en ne faut mettre pas juste mettre un de petit trop. peu, quoi. Moi, je mets l'équivalent de 200 grammes par kilo total, par kilo de fruits mis en œuvre, hein, fruits de la passion. Ah oui.
parce que sinon il va dominer. Mais c'est vrai, passion poire, ça peut donner, je ne l'ai pas testé en tant que tel, mais ça peut donner des résultats extraordinaires, hein. Vous avez Donc, je reviens un peu avec une question qu'on m'a posée à propos des confitures. Donc, c'est à quelle température que tu dois cuire ça? C'est-à-dire que la cuisson d'une confiture, souvent, c'est aux environs de 103 à 105 degrés, hein. Ça, c'est la tapée, comme on dit. Alors, pourquoi est-ce que la confiture cuit à une température plus élevée que 100 degrés? Ben, tout simplement parce qu'elle ne contient pas que de l'eau. Il y a le sucre, hein, et c'est le sucre qui est dans la confiture qui augmente, je dirais, le degré d'ébullition. Alors, le problème ici, c'est qu'on ne met que 100 grammes de sucre plus 50 grammes ou 100 grammes de sucralose. Donc, on atteint un peu moins facilement ces 103, 104, 105 degrés. Bon, 103 degrés, en principe, on y arrive, hein. Mais au-delà, ça devient plus difficile Et parce ça qu'il n'y a doit pas bouillir? suffisamment de matière sèche. Alors, ça va bouillir. Il faut mélanger. Alors, quand est-ce qu'on voit que la confiture bout? Eh bien, quand en mélangeant, elle continue à bouillir. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la confiture, Marc, mais Oui. au Et alors, début, quand c'est que la boue, ça tombe sur les mains et ça fait très mal parce et que ça fait très mal. ça brûle plus Bon, fort que l'eau. ah ben oui, parce que ça colle En évidemment, hein. plus, comme du caramel, De comme là tu à disais. avoir, je dirais une cuillère en bois avec un très grand manche, ça c'est une chose. Au moment où la confiture entre en ébullition, on mélange et on diminue le feu. Il n'est pas nécessaire d'avoir une source de chaleur qui reste à 100% de sa puissance quand la confiture est en train de bouillir, hein. En la remettant au minimum, c'est suffisant. Et vous regardez, 5 minutes de cuisson, voilà. Vous la sortez du feu dès que les 5 minutes de cuisson sont obtenues. Vous mettez en pot directement, donc ça demande un peu de coordination, hein. Il faut, je dirais, mettre ces bocaux à stériliser à partir du moment où la confiture entre en ébullition. Vous avez 5 minutes d'ébullition, 5 minutes de stérilisation pour vos bocaux. Ça tombe bien, vous sortez vos bocaux, vous les égouttez, vous les utilisez tout de suite et l'affaire est entendue, hein. Alors, autre chose, ben, ça vous permet ceci de faire, en faisant des éditions originales comme ça, de préparer tous vos petits cadeaux pour les fêtes de fin d'année, hein. Ah, tu fais des petits pots pour que tu offres comme cadeau. Ah ben bien sûr. Fait Bon, maison. ici j'ai acheté des petits pots de forme carrée, hein. Oui. Donc ce sont des petits pots, il y a plusieurs dimensions. Il y a de petits pots petits et puis il y a je ne parle pas du mini du style portion dans les restaurants, hein. Je parle dans les hôtels. Je parle du petit pot, je dirais qui fait la centaine de grammes, hein. Il y Oui. a des petits pots d'une centaine de grammes, des petits pots de 200 grammes. Alors vous pouvez comme ça réaliser toute une série de confits un peu originaux qu'on ne trouvera pas dans le commerce, hein. Et puis, lorsque c'est fait, ben bon, vous avez vos petits pots, vous mettez, on trouve ça maintenant dans tous les magasins de bricolage, dans les papeteries spécialisées, toute une série de choses qui peuvent être découpées, des papiers originaux, je dirais, de la toile de jute, des toiles synthétiques très ajourées, comme ça, de couleurs, hein. Vous mettez un beau ruban, vous mettez une belle étiquette, soit personnalisée à l'ordinateur, soit une étiquette un peu à l'ancienne, comme les anciennes étiquettes de cahiers scolaires, hein. Oui. Vous inscrivez confit de poire et anis étoilé ou confit de poire à la lavande, etc. Et puis vous faites un petit panier comme ça. On vend également ça maintenant pour 2 fois rien dans des Bon, magasins comme ça, des petits paniers en osier, vous aurez remarqué que Guy hein. aime beaucoup la présentation des choses. Ben oui, parce que à une époque, quand je donnais cours en septième traiteur, je me mettais un peu dans la peau du client qui devait être appâté, hein. Vous allez dans une boutique de traiteur. Alors, je parle d'un traiteur, non pas un boucher traiteur, mais je parle d'un traiteur qui a toutes les options, hein, qui fait aussi bien de la pâtisserie que des plats froids, que de la charcuterie, hein. Et je disais aux élèves, vous savez, vous mettez sur votre comptoir, vous mettez sur le présentoir, vous mettez des confits qui ont été faits maison ou des confitures qui ont été faites maison. Qu'est-ce qui va vous démarquer par rapport à celles qu'on peut trouver en grande surface? Ça va être la présentation et l'originalité, hein. Vous pouvez évidemment faire toujours un confit ou une confiture de fraises, mais qu'est-ce qui va donner à votre client potentiel l'envie de l'acheter? C'est d'abord, vous aurez associé le produit avec des choses qu'il ne trouvera pas en grande surface. Donc, si vous mettez de la confiture de poire, associez-la avec des produits, avec de la vanille, avec des pistaches, avec des pignons de pain, avec des choses qu'il ne trouvera pas en grande surface. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, c'est la présentation, hein. Alors, la présentation, eh bien, ça consiste tout simplement, hein, à mettre une belle colorette, bien colorée. Alors, je leur donnais un truc, hein, je disais, voilà, tous les papiers d'emballage cadeau
que généralement on jette, hein, parce que bon, des emballages cadeaux, bien Oui. souvent, hein, une fois qu'on a déchiré le papier, on le jette. Mais vous les récupérez précieusement, hein, et puis avec des ciseaux crantés, vous découpez comme ça des petits carrés de 12 centimètres sur 12, et vous vous en servez pour operculer, pour cacher le dessus de votre bocal ou de votre verre à confiture, hein. Et puis vous prenez du ruban, du Bolduc, hein, c'est le nom technique qu'on donne à ces rubans-là, et vous mettez un beau ruban bien assorti, hein, que vous nouez, que vous mettez autour. Et là, vous avez une présentation qui fait que vous allez avoir des clients qui diront: ah tiens, ça c'est quand même joli, c'est original. Et c'est pas tellement le prix des produits mis en œuvre qui coûte, hein, c'est le temps que vous allez passer à fignoler le truc, mais c'est ce qui va vous permettre de le vendre, disons, 2 fois ou 3 fois le prix au kilo de la confiture de grande surface, Tout évidemment. ça, c'est pour vendre, en fait. Eh oui, c'est pour vendre. Enfin, quand on forme des élèves en section traiteur, le but c'est de vendre, hein, c'est pas de faire la confiture et de la regarder, Oui, évidemment. et en vivre naturellement, oui. Mais dans ce cas-ci, on a des cadeaux à faire aux fêtes de fin d'année, hein. Enfin, je veux dire, on a des cadeaux. On a éventuellement des cadeaux à faire. Pourquoi ne pas faire justement ce genre de petites De choses, hein? préparation, en effet, j'ai vu quand j'avais de la rhubarbe en profusion dans mon jardin, j'avais commencé à faire de la confiture avec ces rhubarbes. Moi, je faisais de la confiture pomme rhubarbe vanille. Ben oui, pourquoi pas. Que je mixais, donc comme ça c'était onctueux, ça se mangeait sans faim. Tu pouvais mettre ça à la fois sur des crêpes, sur ton petit Ah pain ben, au je vais petit vous dire que des déjeuner. crêpes, pour le moment, je suis en train de manger des crêpes et de tester mes confits comme ça avec des crêpes. C'est génial, hein. Bon. J'en ai fait un, par exemple, c'était avec de la myrtille prune et du citron. Bon, c'est génial sur des crêpes. J'ai testé groseille rouge, rhubarbe et kiwi. Mhm. Ça, sur des crêpes, c'est génial, hein. Enfin, voilà, il y a plein d'idées, mais ça, je vous en reparlerai. Mais bref, juste pour dire que j'ai eu l'occasion de tester le fait de faire un peu plus de pot. J'avais acheté sur eBay, c'était à l'époque d'eBay, je crois. Mais après, j'ai trouvé une boutique en ligne qui était pas loin d'ici, en plus, qui vendait les mêmes pots. Ces jolis petits pots hexagonaux comme ça, Mhm. c'est à peu près 180 grammes qu'il y a dedans. Et alors, je remplissais comme ça fait plusieurs, t'en as plusieurs les mêmes. Et puis, j'ai expérimenté d'offrir ça comme cadeau. Généralement, les gens ont l'air très touchés, genre, ah, tu l'as fait toi-même. Et Ben oui, oui, tout à c'est un fait. sujet de conversation en soi presque. Et les gens sont honorés comme ça en tout cas, j'ai pas la même réaction que si, par exemple, tu as été acheter une bouteille de vin ou de liqueur. Mais ça, c'est vraiment... Mais ici, pour les fêtes, je vais vous donner comme ça 2, 3 recettes assez simples de choses que vous pouvez faire vous-même. Des biscuits, des meringuettes, des truffes, par exemple, hein. Vous faites ça, vous les mettez dans des jolis petits sachets en cellophane et vous réunissez tout ça dans un panier. Alors, des confits, n'oublions pas qu'il y a les confits sucrés, mais qu'il y a également, j'ai déjà donné des recettes, des confits salés où il y a de l'échalote, où il y a des endives de Bruxelles, où il y a des oignons qui interviennent en association avec des fruits. Et vous pouvez faire également des petits pots comme ça que vous présentez joliment, et vous avez un confit qui accompagne les pâtés. On arrive aux fêtes de fin d'année, vous avez les foie gras, vous avez les terrines de gibier, tous ces confits qui associent un légume avec un fruit ou des fruits et des épices, ça va fonctionner, hein. Alors, j'avais déjà donné le conseil également, vous pouvez utiliser, je dirais, tous des verres dépareillés que vous avez, hein. Vous avez été sur une brocante, vous avez acheté éventuellement un lot de verres, vous avez des verres dans le fond d'une armoire, vous avez hérité d'une grand-tante, enfin, que sais-je. Il n'y a qu'une chose que vous devez faire, même des verres sur pied, hein, ça peut être très très joli. Il n'y a qu'une chose que vous devez faire, c'est tester la solidité du verre. Si vous utilisez des verres en cristal, par exemple, hein, ils sont parfois extrêmement fins et il n'est pas dit qu'ils vont résister à Ça peut la... casser. Ça peut casser. Donc, vous devez à ce moment-là les tester. Comment vous faites? Ben, le fait déjà de les ébouillanter, de les plonger. À ce moment-là, il ne faut pas verser de l'eau dans le verre à l'extérieur. Il faut carrément immerger le verre entier dans la casserole d'eau. Si le verre résiste, en règle générale, il n'y a pas de problème. Il va résister à la confiture que vous allez mettre dedans, hein. Mais il ne faut pas être étonné, c'est d'en louper parfois un, parce que le verre n'a pas résisté. Puis il faut les manier après avec précaution. Quand vous utilisez des verres qui n'ont pas de couvercle adapté, parce que bon, un verre d'un service à verre dépareillé n'a pas de couvercle adapté, à ce moment-là, vous devez paraffiner vos confitures, hein.
Donc, vous achetez de la paraffine en stick que vous faites Alimentaire. fondre dans un alimentaire, bien sûr, que vous faites fondre dans un vieux poêlon, propre bien entendu, mais dans un poêlon dédié. Et puis, quand la confiture est refroidie, vous coulez un ampercule de paraffine au-dessus. C'est quand même beaucoup plus sécurisant pour sa conservation parce que vous n'avez pas Ma de... maman faisait ça avec des Oui, vieux et pots de puis confiture qu'elle avait on récupérés. met un cello, hein, on met un cello, donc ces petites feuilles de cello plastique euh, qu'on faisait tremper dans de l'alcool. En fait, on Ah prenait bon? un alcool blanc. Oui, oui, on prenait un alcool blanc. Hein. Alors pourquoi? Parce que les cellos, en fait, ils ont la propriété, c'est de se ramollir et puis de redurcir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend un alcool blanc du style gin, hein, genièvre, 30 à 40 degrés. On prend une assiette à café. On met donc l'alcool dans 2-3 cuillerées à potage dans l'assiette. Et puis, on met les cellos un par un. Hein. On ne met pas tout le paquet, on les met un par un. On les met dedans et puis on les retourne. Donc, ils vont s'imbiber d'alcool et ils vont devenir transparents, ils vont devenir souples, donc étirables. Et puis, vous les appliquez alcoolisés sur votre verre de confiture. Et vous allez voir, ils vont s'étirer, ils vont s'étendre. Hein. Alors, vous les étirez convenablement et puis vous mettez l'élastique pour les bloquer. Et quand ils vont sécher, et ils sèchent très vite, hein, ils vont redevenir durs. Et alors, ils vont devenir très jointifs, en fait. C'est comme ça qu'on utilise des cellos. Des cellos. Attends, tu écris ça comment? Son principe, c'est CE2LO, cello confiture. Cello confiture. Je trouve ça. C'est du cellophane, en fait. Hein. Oui, cellophane, c'est du plastique. Oui, mais c'est un plastique qui a la propriété que je viens d'expliquer, de pouvoir être humidifié, séché et d'être étirable lorsqu'il est humidifié. Ah, je vois, je vois quelque chose comme couvre. Non. Écoute, faut que tu me donnes les détails parce que je vois pas du tout de quoi tu parles. Bah si, c'est ce dont tu parles, du cellophane, Oui, mais qu'on cellophane, achète, c'est du rouleau plastique que tu trouves au supermarché. mais qu'on trouve prédécoupé dans le rayon à confiture, généralement. Ah, dans le rayon à confiture. Oui, oui. Cello. Au rayon à confiture, on trouve ça. Alors, ils sont souvent séparés par une petite feuille de papier des uns des autres. Je cherche ça sur Google, je suis en train de ne pas trouver, ça m'énerve. Pouvez-vous Ah être bon. plus spécifique? Ben, je viens de l'être, hein, mais bon. Ah, ah. Ok, couvre-pot confiture, je vois. Couvre-pot confiture cello x 25. Le parfait fait ça. Ok. C'est à peu près de 10 centimes pièce. Donc ça fait 22,60 € pour le paquet de 25. Est-ce que c'est ça? Couvre-pot confiture le parfait. 2,16 € TTC. C'est ça? Alors, je vais regarder ton écran. Ah, oui, c'est ça. Ok. Ok. Et moi, je C'est venais pas de marqué donner... cello dessus, donc tu vois, c'est que c'est de nouveau, tu vas encore prêter la confusion en me disant il faut aller chercher ça parce que c'est dans le jargon des cuisiniers, vous appelez ça comme ça, mais c'est pas ce qui est écrit sur le paquet parce qu'entre temps la marque a changé et puis après je suis tout perdu parce que je suis Et je obligé te de donne taper. le nom de la matière. Hein. Bon, ben voilà, je pense que tout est dit. Donc à vos casseroles, à vos confits, si vous avez réussi à obtenir un résultat intéressant à partager, n'hésitez pas à venir mettre la photo sur notre groupe Facebook, sur la page Facebook, nous envoyer un petit tweet, par exemple, un tweet sympa, c'est toujours gentil à lire, ou alors sur le site parlescuisines.com. Et donc, j'en profite pour remercier tous ceux qui nous soutiennent depuis maintenant, pour certains, plusieurs années sur la page Tipeee. Je vous invite à le faire parce que nous n'avons pas les subsides que les gens ont, que les autres grands podcasts ont. Nous n'avons pas les sponsors que les grands podcasts ont. Nous avons comme soutien les généreux auditeurs qui apprécient notre travail et je suis très reconnaissant pour ça parce que c'est ce qui permet au podcast justement de pouvoir continuer à survivre. Alors on n'arrive pas encore à couvrir tous nos frais comme si on voulait, au niveau qu'on voudrait. Donc j'en appelle à la générosité de ceux qui sont disposés à le faire, d'aller visiter notre page Tipeee. Alors y en a qui disent oui mais j'ai pas d'argent, j'aimerais bien mais je suis un petit peu serré pour le moment. Si vous allez sur la page Tipeee, il y a un petit encadré qui s'appelle Clippy. Il suffit d'aller regarder 1 minute de la vidéo là. Et ça, bon, c'est pas grand chose,
mais si vous le faites une fois par jour, ça peut. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et sur les 2000 personnes qui nous écoutent dans le mois et qui vont écouter cet épisode-là, si un dixième le faisait, ça nous rapporterait un petit peu plus et ça permettrait justement de couvrir les frais et les charges qu'on a derrière. Quand on regarde, parce que je vois actuellement, il y a le Paris Podcast Festival qui s'est quand même tenu à Paris. J'y ai pas été cette année, j'y étais l'an dernier, où j'avais été voir il y avait une conférence du président de Gimlet Media, qui était une boîte de production de podcasts professionnelle américaine, qui a été vendue plusieurs millions de dollars à Spotify. Et le gars était venu comme ça parler, il avait fait son conférence en anglais. Et bon, au moment de venir de poser des questions, je lui demandais combien ça vous coûte chez Gimlet de produire un épisode, en tout cas 1 heure par heure de podcast produit. Et il avait sorti un chiffre entre 5 et 10 000 dollars en fonction de si c'est un podcast d'investigation qui nécessite des voyages, etc., etc. On est bien loin de tout ça à notre niveau. Nous sommes du petit podcast amateur. On met c'est le moyen pour nous de mettre l'expérience de Guy à votre disposition. Je ne pense pas que vous allez avoir un expert aussi disponible que Guy et aussi expert que Guy sur l'Internet. Non, je t'ai plus, la cour est pleine. Vous pouvez y accéder en posant votre question. Donc, vous pouvez nous aider aussi en soumettant un sujet, une question. Vous avez une recette pour laquelle vous avez cherché sur Internet, vous n'arrivez pas à la réussir. Hein. On a eu le cas quand on a eu des dialogues avec nos tipeurs. Ceux qui ont accepté l'offre qu'on a fait d'avoir une conversation privée avec eux, souvent c'était des choses qui revenaient en disant « Ah tiens, j'arrive jamais à réussir ça » ou « J'arrive jamais à réussir ça » ou « J'aimerais bien arriver à réussir ça, mais j'ai peur ». Et Guy a toujours la solution. Non seulement il va vous dire pourquoi vous ne réussissez pas votre recette après vous avoir écouté, de voir comment vous faites, et ensuite il va pouvoir vous dire comment la réussir et comment parfois même l'améliorer. Donc, je sais que ça peut être on peut se sentir un peu bête à côté de lui parfois, tellement il sait comme ça répondre au pied levé à quasiment... Mais non, il n'y a pas de raison de se sentir bête. Il n'y a pas de questions idiotes. Il n'y a que des réponses idiotes, mais il n'y a pas de questions idiotes. Exactement. Donc, question@parlercuisine.com, c'est l'adresse email qu'il faut retenir. Et sinon, allez voir sur le site parlercuisine.com. Il suffit de taper Parler Cuisine Podcast sur Google et normalement ça devrait arriver en première position. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'à présent. Merci pour votre fidélité et je vous dis à la prochaine. À bientôt. Au revoir. Au revoir.